qui va nous retrouver sur scène. Marc qui est l'ancien patron, on va dire, de ce laboratoire narbonnais, qui est toujours aux commandes avec son fils, qu'on va retrouver d'ici la fin de la matinée. Bienvenue Marc. Merci. Micro ? Micro. Merci, merci de cette présentation. Merci à tous d'être là pour partager la réflexion aujourd'hui sur l'avenir du Languedoc. Gérard le disait tout à l'heure, pour savoir où l'on va, c'est bon de savoir d'où l'on vient. Et c'est le sujet de mon intervention que de faire un peu d'histoire sur le vignoble du Languedoc. Marc, je parlais d'histoire il y a un instant. C'est une passion, l'histoire de la vigne dans le Languedoc, vous concernant? C'est une passion, et puis j'ai la chance moi-même d'avoir vécu ces 50 dernières années en accompagnant cette histoire aussi bien que j'ai pu, et donc j'ai quand même observé beaucoup de choses. Bon, vous allez nous en faire part. Là, on va faire un saut de puce dans le temps. On part sur quelle période de l'histoire languedocienne? Alors l'histoire languedocienne démarre il y a longtemps. Pour autant, nous ne sommes pas la région du monde la plus ancienne. En Mésopotamie, bien avant, ou en Égypte, il y avait des vignobles importants. On sait aujourd'hui, depuis peu de temps, qu'on a retrouvé récemment des poteries en Chine datant de 10 000 ans dans lesquelles il y avait des restes de raisins fermentés. Peut-être la Chine est-elle en train de nous prendre le système du vin méditerranéen que nous pensions être jusqu'à présent. Pour nous, les choses ont commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ avec l'installation de quelques tout petits vignobles par les Grecs au bord des ports qu'ils côtoyaient, à savoir Marseille essentiellement et Agde. En fait, le vrai début date de l'époque romaine, environ 200 ans avant Jésus-Christ, époque romaine où les Romains ont envahi tout d'abord la Gaule narbonnaise avant de continuer plus tard. Et cette Gaule narbonnaise, vous la voyez ici en violet, c'était quand même une immense région. Et Pline a rappelé par la suite pourquoi les Romains s'étaient installés en Gaule narbonnaise. Eh bien, il écrivait, elle était une autre Italie et représentait tout ce qu'il y avait en Gaule de plus digne d'égard et de considération. C'est quand même un sacré compliment. En tout cas, on retrouvait effectivement les paysages, les sols et la climatologie italienne, ce qui a permis aux Romains d'envisager la culture de la vigne. Effectivement, un siècle et demi avant Jésus-Christ, les Romains ont commencé par interdire, pour éviter toute concurrence avec le vignoble latin de l'époque, par interdire aux Gaulois la culture de la vigne et l'élaboration du vin. Question de concurrence? Question de concurrence, purement et simplement. On en était déjà là. Et puis finalement, ils ont fini par autoriser des vieux centurions qui restaient sur place, au lieu de repartir en Italie après leur ouvrage de conquête, à planter de la vigne. Et les premiers pieds ont été plantés juste à côté de nous, sur le plateau du 14, au-dessus du port romain de Narbonne. Les choses vont aller vite. Juste un détail, on retrouve dans plusieurs textes le fait que les agronomes latins de l'époque ont choisi parmi tous les cépages qu'ils connaissaient en Italie, ils étaient nombreux, ceux qui leur paraissaient le mieux adaptés à la culture dans les sols du Languedoc, avec la climatologie du Languedoc. Vous voyez déjà des gestes agronomiques positifs pour cette époque. On va donc développer ce vignoble très rapidement. Il va devenir assez large. Au départ, seuls les Romains cultivaient, mais très vite,
Il y a eu d'ailleurs beaucoup de phénomènes de fraude, déjà, oui aussi. À cette époque-là, les Gaulois vont aussi prendre en main la culture de la vigne. Et très vite, on a une production importante. Sachez qu'elle n'était pas consommée sur place. L'essentiel partait vers le nord de l'Europe, jusque dans l'Angleterre de l'époque, qui était la Bretagne, par les voies romaines. Et puis aussi, on a eu très vite l'utilisation des ports de Marseille, du port de Narbonne, qui au départ ont servi à importer en Gaule des vins destinés effectivement à celle-ci, mais qui ont très vite servi aussi à exporter des vins vers l'ensemble du monde romain de l'époque. Nous avons à cette époque-là connu une dimension économique extraordinaire du vin, qui partait jusqu'en Angleterre, mais qui partait aussi jusqu'en Grèce, en Italie, si bien même qu'un siècle après Jésus-Christ, on devait connaître en Italie une crise économique très importante liée à la concurrence, encore une fois, phénomène de concurrence, de vins de la Languedocienne. Par la suite, ce vignoble connut des moments difficiles avec l'arrivée des Visigoths, le départ des Romains. Les choses se sont nettement améliorées et les Gaulois de l'époque avaient gardé les traditions de culture romaine du vin et l'on a pu, sous Charlemagne en particulier, et par la suite, développer considérablement le vignoble, avec en particulier le vignoble des abbayes. Je cite celle de la Grasse, puisque je viens de citer Charlemagne, qui l'avait visité en son temps. Et l'abbaye de la Grasse était aussi l'une des grandes productrices de vin du Languedoc à cette époque. L'histoire des Languedociens va désormais être accompagnée en permanence de l'histoire de leur vignoble et de l'histoire de leur vin, avec des moments un peu difficiles et puis des moments meilleurs. Par exemple, au XVIIe siècle, la construction l'ouverture du port de Sète et par la suite du canal du Midi, fin du XVIIe, ont permis d'envoyer les vins du Languedoc vers les cités comme Toulouse, Bordeaux, etc. Et puis surtout de livrer des vins par la mer jusqu'au nord de l'Europe, en Angleterre, déjà cité tout à l'heure. On continue à nourrir l'Angleterre de vin, et puis la Hollande, la Belgique, etc. Et puis va arriver l'époque moderne, contemporaine, dont il a été un petit peu question tout à l'heure avec son élaboration des vins de table. Au début du XIXe siècle, les productions de nos régions agricoles concernaient effectivement le raisin et donc le vin, mais concernaient aussi une polyculture générale telle qu'elle existait finalement à cette époque-là dans toute la France. En ce début de 19e, après l'épopée napoléonienne, donc vers 1820, est intervenu un événement absolument majeur pour notre région, qui a été la création de l'industrie française. Alors l'industrie, vous me direz, dans notre région? Non, pas dans notre région, mais partout ailleurs en France, avec le développement des cités urbaines industrielle telle que celle qui est représentée là. Et puis, bien sûr, cela a entraîné un très fort exode rural français, avec des paysans venus de partout, qui se sont installés dans ces cités industrielles et qui sont devenus les ouvriers français du XIXe siècle. Ces ouvriers français avaient un certain nombre de besoins alimentaires et en particulier besoin d'une boisson. Cette boisson devait répondre à un certain nombre de critères bien précis. Elle devait être pour eux usuelle. Or, la tradition latine, la tradition chrétienne en France, mais aussi le fait qu'il y avait des productions de vin pratiquement partout en France, dans toutes les régions agricoles,
faisait que le vin pouvait répondre à ce besoin. La boisson devait être énergétique, problème de consommation à l'époque qui apportait très peu de moyens énergétiques aux ouvriers de force. Il y avait quelque chose à résoudre. Et l'alcool contenu dans le vin était un élément complémentaire important pour le besoin énergétique des populations ouvrières. On est marqué sur quelle période de l'histoire là? Nous sommes, je l'ai dit, nous sommes après 1820. Nous sommes donc dans la période 40, 50, 60. Nous sommes dans tout ce milieu du 19e siècle. Et puis, ce produit avait besoin d'être hygiénique. Ça, c'est une notion qu'on a complètement oubliée et qui, à l'époque, a été absolument déterminante, au sens où Pasteur le disait, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. Ça voulait dire quoi? Eh bien que tout simplement, dans le vin, en raison de la présence d'alcool, en raison du pH, en raison de la présence de tanins, il n'y a aucun pathogène qui puisse se développer ou survivre. Si bien que, même allongé de beaucoup d'eau, le vin ne contenait jamais de ces pathogènes à une époque où il jouait un rôle malheureusement négatif dans toutes les populations urbaines, à une époque où l'eau était elle-même très polluée, et l'utilisation du vin dans cette eau permettait de retrouver une eau propre, y compris pour la consommation des enfants. Ce produit devait être facile à transporter. C'était l'époque des canaux, c'était l'époque aussi de développement du système ferroviaire français. Il devait être bon marché, tout à fait essentiel. Les moyens à l'époque des ouvriers étaient des moyens fortement limités. Et il s'est trouvé que les producteurs agricoles de la région du Languedoc ont accompagné ce message très fort de la consommation, l'ont accompagné, et avec l'école d'agriculture de Montpellier, qui a joué un rôle tout à fait essentiel, ont défini un nouveau vignoble qui a été ce fameux vignoble des Vins de Table, tant décrié aujourd'hui, et qui pourtant a été une réussite économique extraordinaire. L'école a accompagné le choix des cépages avec, bien sûr, les fameux Carignan et Aramon, pour des raisons, ça a été dit tout à l'heure, de productivité, c'est évident. On a défini les techniques viticoles, bien retravaillées, avec en particulier les luttes contre les parasites. Et à cette époque-là, mildiou, oïdium et surtout phylloxéra posaient des problèmes considérables jusqu'à la fin du XIXe siècle. On a trouvé les solutions pour se battre contre cela. On a aussi une école de Montpellier qui a apporté des gestes œnologiques adaptés à l'époque aux besoins, avec l'aménagement des caves qui convenaient. Et puis plus tard, au début du XXe siècle, naissance de la coopération languedocienne, qui fut un grand mouvement qui, lui aussi, a accompagné ce phénomène. Voilà. À la fin du XIXe siècle, on avait planté 300 000 hectares de vignes en 60 ans, 70 ans. Et nous étions à la tête d'un vignoble de 450 000 hectares, le vignoble le plus grand d'un seul tenant au monde. Quelque chose d'ailleurs qui vient de nous être retiré récemment par le vignoble de la Mancha en Espagne. Voilà, alors bien sûr, il y a eu là aussi des moments difficiles. Tout le monde se rappelle la crise de 1907, qui n'a pas duré finalement si longtemps et qui a abouti à la mise en place d'une réglementation vitivinicole dont une partie est encore applicable de nos jours. Voilà, nous arrivons à l'époque contemporaine, c'est-à-dire tout de suite après la dernière guerre. Sachez que le vignoble du Languedoc avait encore des choses à raconter. En 1951, des documents montrent qu'un hectare de vigne dans la plaine de Narbonne ou la plaine de Béziers coûtait plus cher qu'un hectare de vigne à Saint-Émilion. Les choses ont un petit peu changé.
Voilà, alors c'est la grande période de développement des vins d'appellation d'origine. Ça avait commencé dans les années 40, 1940, avec d'autres régions. C'est le grand développement partout, sauf dans le Languedoc, où on est resté attaché pendant encore quelques années à la production des vins de table, mais qui continuait à être demandé par la consommation. Donc tout cela était parfaitement normal. Mais on n'a pas vu venir dans un premier temps quelque chose de tout à fait essentiel, qui était les transformations de conditions de vie de la société française, image ici avec en particulier la restauration, qui a joué un très très grand rôle dans son développement sur l'évolution des vins et de la consommation des vins en France. Cette évolution de consommation a été décrite déjà tout à l'heure, j'insisterai pas à l'excès. J'ai quelques éléments qui me paraissent tout à fait essentiels. On l'a accompagné au plan technique à partir des années 60. Ça a été le grand mouvement des années 60, 70, 80, par la diversification des cépages, avec les cépages qui étaient destinés à une production qui était celle des vins de pays, qui était une production qui était essentiellement languedocienne au départ, comme le chardonnay, le sauvignon, comme le merlot, le cabernet sauvignon. Et il vous a été dit tout à l'heure où en est l'histoire de ce point de vue. On a aussi introduit pour les vins de pays, mais aussi pour les appellations d'origine, pour compléter ce fameux Carignan dominant à l'époque, on a introduit la Syrah, le Mourvèdre. On a évidemment été très attentif à la limitation des rendements. Ça a été fait avec aussi des réglementations qui sont intervenues sur le sujet. On a beaucoup travaillé sur la maîtrise des maladies et des parasites avec, sous l'égide d'ailleurs, il faut bien le dire aujourd'hui, du ministère de l'Agriculture et des systèmes de recherche, avec l'introduction de la chimie de synthèse. Nous en savons aujourd'hui les limites et il y a beaucoup de réflexions sur ce sujet. On a automatisé les moyens, ça a été dit tout à l'heure, avec en particulier les machines à vendanger. Et puis, très important, on a mis en évidence les réalités de terroir au travers d'un système d'appellation très complet, très diversifié, qui fait aujourd'hui notre richesse. Même chose existant aussi dans la partie des vins de pays. Ça n'est pas simplement lié aux appellations d'origine. Marc, un mot, on va terminer ensemble d'ici quelques minutes, hein, Oui. sur cette évolution des vins, on en parle depuis ce matin. Votre point de vue à ce niveau-là? Mais, mon point de vue, je vais le dire là, écoute, mais oui. c'est effectivement absolument indispensable. Ça a été dit tout à l'heure. L'évolution de consommation en face de nous est extraordinairement rapide, forte, puissante, et il est indispensable d'écouter cette consommation et de lui apporter les produits qu'elle demande. Nous sommes bien placés pour ça. Nous avons un écho favorable partout dans le monde, et encore faut-il bien prendre conscience de ce problème. Alors, juste quelques points techniques là que j'ai rajoutés parce que ce sont ceux qui ont marqué mon histoire d'œnologue. Ça paraît bizarre, mais l'un des premiers gestes dans les années 60 qu'il a fallu mettre en place a été de faire la fermentation malolactique dans les vins rouges. Ça ne se faisait pas, c'était considéré comme une maladie, et mieux, on luttait contre cela avec des doses de SO2 beaucoup trop élevées. On a introduit les maîtrises des températures pour l'élaboration des vins au sens large, pour celle des vins blancs et des vins rosés, mais il y a fallu définir et développer cette production qui n'existait pratiquement pas dans les années 60. Quelque chose, et vous voyez aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure, le succès que ça peut représenter. Nous avons beaucoup travaillé sur l'utilisation de la macération carbonique. Pourquoi? Parce qu'elle permettait aux Carignans de s'exprimer noblement et positivement, ce qui n'était pas forcément le cas de ce cépage fait pour les vins de table. Nous avons mis au point les techniques de levurage, alors parfois décriées, c'est vrai,
mais les levures sèches sont nées en Languedoc. Et puis, il a été développé au sens large une œnologie de terrain, c'est-à-dire une œnologie où l'œnologue sortait de son laboratoire pour accompagner les producteurs dans leur cave. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Bien voilà, nous sommes confrontés effectivement à des modifications fondamentales de l'environnement qui est le nôtre. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'évolution climatique. C'est très lourd et ça demande de notre part beaucoup de réflexion et beaucoup de travail. Et puis, cette fameuse évolution de la consommation. Alors, l'évolution climatique d'abord, évolution de la consommation avec une mondialisation évidente et extrême du marché. Le marché que nous avons connu dans les années 60, 70, 80 est complètement différent aujourd'hui au plan de l'exportation. Nous avons une évolution très forte de la demande. Les consommateurs, ça a été dit aussi, et cela sera repris, je pense, tout à l'heure, le consommateur a besoin de vins authentiques, de vins porteurs d'histoire, de culture, de personnalité. On n'a plus du tout les époques où l'on pouvait proposer un vin industriel qui allait être accepté sans problème. Ce n'est plus du tout ça aujourd'hui que les consommateurs demandent. Il y a aussi ce besoin fondamental de la sécurité alimentaire. Ça se situe à plusieurs niveaux. Il y a le problème des vins biologiques, ça a été déjà évoqué, sur lesquels on peut malgré tout se poser des questions dans la mesure où l'essentiel des données qui ont aujourd'hui été réunies autour des vins biologiques, et je parle des données réglementaires et des données de cahier des charges, sont des données qui ont été établies par des non-professionnels du vin. Et les producteurs ne se sont pas rebellés contre ça. Ils n'ont pas montré que eux, qui vivaient dans leurs vignes, qui vivaient dans l'environnement qui est encore magnifique de nos terroirs, eh bien, eux avaient aussi quelque chose de fondamental à dire. Si bien qu'aujourd'hui, le système biologique est un système avant tout négatif, où on interdit ceci, on interdit cela, alors que ça devrait être un système positif, venant de vous, qui rassurait le consommateur par la force du travail que vous faites pour effectivement conserver d'une part tout ce qui doit être conservé au niveau environnemental et d'autre part tout ce que vous faites pour assurer aux consommateurs les meilleures santé possibles. Alors les réponses, elles sont modification des strates de production, ça a été largement évoqué tout à l'heure, repenser et compléter le système des viandes biologiques, je viens de vous le dire, redonner des moyens et des forces aux organismes de recherche et de formation dans notre région aujourd'hui. Ces organismes sont mis au piquet dans leur coin. Il n'y a plus assez de relations entre la production et eux. Et il est indispensable aussi de retrouver des sources financières pour permettre de mettre en place les recherches et développements utiles à notre avenir. Il faut rapprocher les domaines de l'agronomie et de l'œnologie, il en sera question tout à l'heure. Et inévitablement, tout ça doit amener les responsables professionnels à déjà commencer à imaginer ce que sera l'évolution utile des données réglementaires en termes d'encépagement, en termes de pratiques culturales, en termes de pratiques œnologiques, pour permettre ces adaptations aux nouvelles conditions qui sont les nôtres. Merci beaucoup pour votre patiente attention. Merci Marc Dubernay pour ce voyage historique au fil des siècles. On a beaucoup parlé de passé, vous avez jeté quelques bases sur l'avenir. L'avenir, vous, en tant qu'œnologue, vous le voyez comment? Si ce n'est des vacances dans quelques heures. Merci pour les vacances. Comment je le vois en tant qu'œnologue? Ben, écoutez, je le vois tout simplement positivement, comme ça a été dit tout à l'heure par les metteurs en marché qui sont intervenus. Je pense que le Languedoc est une des régions du monde aujourd'hui qui a tous les atouts
nécessaires pour faire parler d'elle demain très fort, partout dans le monde, encore une fois. Et c'est une réalité, c'est une conjonction de différents événements, dont certains sont déjà du passé, mais c'est aussi une prise de conscience qu'on sent très bien aujourd'hui et que je vous remercie d'accompagner. Marc, un mot sur le travail que vous faites aujourd'hui. Vous parliez de terrain. L'œnologue sort de ses laboratoires et est de plus en plus en phase avec la réalité, de plus en plus sur le terroir avec les vignerons. Oh, c'est pas nouveau. Ça a été cela. Ça s'accentue. Ça s'accentue, ça va plus loin. Et aujourd'hui, effectivement, la tendance est de rapprocher les données agronomiques des données œnologiques, c'est-à-dire de beaucoup mieux comprendre tout ce qui se passe dans un pied de vigne sur un terroir donné et qui permet d'arriver à une qualité positive dans un vin. Voilà. C'est vrai que les mondes de l'œnologie et le monde de l'agronomie ont vécu de façon un petit peu parallèle au cours de ces dizaines d'années qui viennent de s'écouler. Il est temps de les rapprocher. C'est le message positif. Mot de la fin. Merci à vous. Dans la maison du Bernet, il y a Nicolas Dutour qui va nous retrouver maintenant. Merci Marc et très bonnes vacances.